messieurs de l'IFM, nous commençons un peu avant l'arrivée de M. l'ambassadeur de France, qui va certainement arriver dans quelques instants, bloqué dans la circulation, un peu comme tout le monde. L'éditeur aussi est bloqué dans la circulation. Et le problème est un peu plus grave, il devrait arriver avec les livres. Il semblerait que la seule copie, le seul exemplaire du livre est le mien. On va le vendre aux enchères tout de suite. Cela dit, Monsieur le Président de la République, je ne dis pas Monsieur le ministre Vezaïuti, il est ici ce soir en tant que cousin de l'épouse de l'auteur. Ça nous permet de couper sur le protocole un peu. Cela dit, vous imaginez avec quelle fébrilité Jean-Claude et moi nous allons prendre la parole ce soir. Parce que nous sommes en présence d'une sommité en termes linguistiques qui a été pendant de nombreuses années secrétaire de rédaction à l'Express. Il a corrigé tous les textes de Jean-Claude Delestrat. Je peux me flatter qu'à ce moment-là, moi j'y étais pas, donc j'ai aucun complexe. Cela dit, il faudra, pour ceux qui ne savent pas, la jeune génération, qui est Claude Siffrard. Il est évident que, je crois que c'est l'Express qui a titré dans une interview, dans un article qui lui a été consacré, l'homme discret. Il est plus que discret. Mais sa discrétion dissimule une force de caractère qu'on a connue, nous, quand on a travaillé ensemble pendant de nombreuses années. Alors, pour retracer quelque peu sa carrière, il est né en 1951. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire le lancement qui aurait coïncidé avec son anniversaire le 25 mai dernier. En seconde, applaudissez à quand même. Alors, licence de lettres, maîtrise de lettres, 2A, études créoles, etc., etc., non pas c'est des meilleurs. Il a été tout d'abord professeur à l'Alliance française, au lycée d'Abandonné, c'est-à-dire la qualité de l'enseignement qu'il a prodigué. Et puis il s'est retrouvé à St. Andrews, et puis en 1995, secrétaire de rédaction à l'Express. Et en 2003, on s'est retrouvés donc ensemble à la rédaction de Radio One. Alors, Claude avait 2 émissions, une chronique quotidienne qui s'appelait Le mot du jour. Et moi, j'étais admiratif du travail de recherche que cela supposait à l'époque, de trouver un mot qui ne collait pas avec l'actualité, c'est sûr, toujours, et de faire la généalogie du mot en question et donner des expressions dans lesquelles ce mot se trouvait. À ma honte, je dois dire, c'était à l'époque où la radio enseignait quelque chose aux éditeurs. Maintenant, on n'a plus le temps. Il y avait le mot du jour. Il y avait aussi, autant je m'en souviens de Jean-Claude, une émission de musique classique le soir, pendant 1 heure, qui faisait une initiation à la musique classique. Et puis, Claude avait commencé à un certain moment, et ça a duré aussi pendant quelques temps, Sous la Barande, qui était une émission culturelle qu'on peut considérer comme, à juste titre, l'ancêtre de Dimanche Culture. C'est vrai. Claude, dans cette interview qu'il a donnée à l'Express,
il a aussi interviewé quelques grosses vedettes françaises de passage à Maurice. Voilà ce que Claude faisait à l'époque à Ayoma. Dans ce papier de l'Express, vous parlez aussi de ses habitudes de lecture. Et moi, ça m'a revigoré l'esprit quand il a dit qu'un de ses romans à l'époque qu'il préférait, c'était L'écume des jours de Boris Vian. Boris Vian, tout le monde connaît Boris Vian, on peut faire l'injure de parler de Boris Vian. Pour ceux qui aiment les séries Netflix, il y a en ce moment une série qui s'appelle Until You Burn. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Inspirée justement de J'irai cracher sur un bouton de Boris Vian. Mais dans cette série, il n'y a absolument rien de Boris Vian, c'est uniquement au générique, dont le nom de Vian n'est pas cité, uniquement le titre du livre. Mais c'est une très belle série, 60 épisodes, pour la première saison. Il faut vraiment s'y accrocher. Nous, on s'est tapé ça pendant au moins 2 semaines à la télé. Donc, pour revenir à ce livre, comme on dit, petit guide du vocabulaire français de l'île Maurice, un seul reproche à l'éditeur, vous avez vu le geste que j'ai dû faire là. Pour lire, c'est incroyable, les caractères sont très petits. Donc voilà, il faudra, comme le journal Week-end, faire comme ça. C'est un petit caractère. Ça va, on lira avec une loupe de toute manière. Comme on dit, petit guide du vocabulaire français de l'île Maurice mérite d'avoir été publié, enfin, par Claude Zifra. Claude a été prof de français, prof d'anglais, et il connaît le créole aussi. Donc très bien placé pour naviguer d'une langue à l'autre et pour faire ce qu'il a fait, surtout à la fin du livre, excusez-moi, le lexique français mauricien. Ce qui explique aussi la présence du docteur Arnaud Corporan ce soir ici, qui va pendant 2 heures nous entretenir justement sur ce français d'ici. Comment le créole s'est inspiré de cette langue. Je crois que ça va être très intéressant de toute manière d'avoir le point de vue d'un spécialiste sur la question. Ce qui est intéressant dans la manière dont on utilise les langues, que ce soit le français, l'anglais, ou les autres langues, je ne sais pas, on donne le sentiment de maîtriser tout. On le parle très très mal, hein, vraiment, que ce soit l'anglais ou le français. Il y a des anglicismes, il y a des créolismes. De toute façon, ça ne nous gêne absolument pas, d'autant que cela constitue un côté, disons, vertu exotique que l'étranger trouve charmant au demeurant. Donc voilà à peu près ce livre que vous pourrez acheter si l'éditeur arrive à la fin de la cérémonie de lancement. Sans plus tarder. Il est là, l'éditeur. On n'a jamais vu un homme aussi wanton comme on dit. Alors tout de suite quand il est là, on lui passe la parole. C'est Yasha Samal, qui est l'éditeur de Comme on dit. Voilà. Sur vos applaudissements, merci. Bonsoir, mesdames, messieurs. On a eu, à la base, les éditions de Saint-Indias, c'est une maison de publication qui fait plutôt des manuels scolaires. Et lorsque Claude nous en a parlé de l'idée, j'ai trouvé assez intéressant parce que même si ce n'est pas exactement scolaire, mais ça parle un peu de la langue, surtout la langue française à Maurice, donc ça touche un peu à la culture.
Et c'est un peu l'idée qu'on avait à la base. Ok, on est un éditeur de manuels scolaires, mais aussi on veut laisser une empreinte dans le monde culturel, dans le monde de l'édition. Donc on se concentre sur tout ce qui a aspect à la culture, à l'histoire de Maurice. Quand il y a beaucoup de bouquins qui auraient été perdus, mais bon, on fait un effort pour que ça arrive à bon port. Donc voilà, c'est la responsabilité que nous avons aux éditions de Saint-Étienne. Et ben, comme on dit, c'est un guide voilà, qui sera... Les gens vont adorer. Initialement, lorsqu'on parlait, j'ai dit ah oui, mais c'est bien parce que c'est un peu les expats et tout, mais finalement, il me dit non, c'est pas que les expats français qui ont un Maurice qui vont adorer cela, c'est ben, tout le monde francophone, les Mauriciens établis à l'extérieur. Donc voilà, et le livre est là. Et ben, j'espère que vous allez vous régaler. Et merci pour votre attention. Merci Yash. Et il faut souligner que depuis, Yash Assamal a repris un peu les rênes des éditions de l'Océan Indien. Il fait tout pour booster un peu le domaine de l'édition et pour publier le maximum d'auteurs possibles, et ce à des prix, disons, très abordables. Il fallait le dire. Sans plus tarder, on demande à Arnaud Corcoran de venir au pupitre. C'est le spécialiste Cultural Union, d'ailleurs il est de la tête de tout ça. Il va publier très prochainement un nouveau dictionnaire pour Rodrigue. C'est déjà fait. Je suis un peu en retard. Deuxième édition. Deuxième édition. Bon, comme vous savez, il a traduit la Constitution de l'île Maurice avec son équipe. Donc, très bien placé pour nous parler de ce lexique qui se trouve à la fin du livre. Monsieur le Président, Madame la Présidente, épouse du auteur, Monsieur le ministre, cousin de la cousine. Je souhaiterais commencer cette présentation du guide de Claude Ziffra par le remercier de l'honneur qu'il me fait en me donnant l'opportunité aujourd'hui de partager avec vous quelques mots sur son guide. Opportunité que j'ai saisie immédiatement quand la proposition a été faite, parce qu'il me permettait de revenir sur un certain nombre de choses qui ont jalonné mon propre parcours en tant que sociolinguiste, lexicographe et auteur de quelques modestes ouvrages. J'ai connu en personne Claude Ziffra en 2002 dans l'émission dont Philippe vient de faire mention sur la Varande, lorsque ma toute première publication, Créole mauricien de poche, venait de sortir en France aux éditions Asile. Et donc j'ai été accueilli par Claude Ziffra. Et au cours de cette émission, il me pose la question: pensez-vous que le créole mauricien entrera à l'école un jour? Je dis oui, si tout le monde s'y met, je le crois. Il me dit tout le monde, ça veut dire ça vient de l'université, ça vient pas de moi. Il me pose la question, il me dit combien de temps pensez-vous que ça pourrait se faire? Je lui dis dans une dizaine d'années. Mes collègues à l'université qui écoutaient l'émission me disent oh, c'est bien d'être optimiste, mais 10 ans, non. Or, le créole est entré en janvier 2012. Donc, du coup, c'est un prophète. Bon, je bossais aussi. Et l'ouvrage, le créole mauricien de poche, a connu jusqu'ici plusieurs réimpressions et éditions. Donc, j'en déduis que cette émission m'a apporté énormément de chance. Et donc, je tiens à remercier Claude Ziffra pour ça. Mais avant de le connaître en personne, je le connaissais également de nom, parce qu'il avait publié un mémoire de maîtrise qu'il a soutenu en 1982, dont le titre était « Statut et fonctions de l'anglais et du français à l'île Maurice, les pouvoirs législatifs et judiciaires et la presse écrite ». Et c'est un ouvrage que j'ai consulté énormément dans ma carrière d'étudiant, mais aussi par rapport à ma thèse, dont le titre était
Langue et droit en milieu pur et laïque, le cas de Maurice, laquelle thèse a débouché sur un ouvrage qui s'appelle, publié chez l'Harmattan, et Maurice des langues et des lois. Et je suis surpris de voir que les deux textes que je viens de mentionner sont toujours en circuit aujourd'hui. Donc là aussi, je crois pouvoir dire que je dois, j'ai une dette aux symbolique, comme on veut, appelée Zifra. Mais il y a également le fait que le sujet qu'il a abordé m'intéresse également. Et que bien avant d'être happé par le tsunami de la créolistique et des études créoles, mon premier champ d'intérêt était précisément le français mauricien. Je sais que ceux qui ne me connaissent que depuis ces 20 dernières années sont étonnés de me voir là, à parler du français, du mauricien, mais il faut quand même savoir que si j'ai une carrière de créoliste de 10 ans, j'ai aussi une carrière de prof de français de 40 ans, 7 années. Et j'ai comme titre professionnel, officiel, Personal Chair in French and Creole Studies. Et ça aurait été un peu compliqué pour moi de faire semblant de ne pas trop savoir quoi dire quand on parle de français mauricien. Cette étape introductive et un peu tentative de légitimer ma présence ici posée, je souhaiterais présenter les 3 points sur lesquels je souhaiterais m'appuyer dans la présentation de ce guide linguistique du français mauricien. Je souhaiterais, parce que je suis sociolinguiste aussi, et que Claude Zifra ne l'a pas fait dans son texte, il a présenté un guide avec des mots et des explications, mais il faut savoir que ce type d'ouvrage entre dans une catégorie, dans un cadre conceptuel bien établi en sociolinguistique, dans une tradition de publication dont j'aimerais bien parler aujourd'hui, en premier lieu. En deuxième lieu, évidemment, parler du texte, du contenu, et faire ressortir en quoi il est intéressant. Et troisièmement, par rapport au destinataire, pour qui et pourquoi ce texte est-il utile? Est-ce uniquement un objet de curiosité ou peut-on envisager dans une dimension plus importante, plus ambitieuse? Numéro 1, le cadre conceptuel dans lequel ce type d'ouvrage entre. Il faut d'abord savoir que la tradition de faire accompagner le substantif français d'une épithète régionale, que ce soit intra-hexagonal ou extra, des français marseillais, français toulousains, français La Réunion, français mauricien, est relativement récente. Avant le XXe siècle, la notion même de langue régionale n'existait pas. On parlait beaucoup plus de dialecte et de patois. La différence entre les deux, venant du fait que le dialecte, en général, est une manière régionale, spécifique à un groupe, à une région, de parler une langue qui, par ailleurs, est la langue parlée et comprise dans l'ensemble du territoire. Donc on parlera bien de dialecte régional, donc du français. En revanche, quand il y a une manière spécifique de parler une langue dans une région spécifique, et que cette manière de parler n'est pas rattachable à la langue générale, là on l'appelle patois. Le breton, on va considérer comme patois. Aujourd'hui, on appelle ces anciens patois des langues régionales. Et aujourd'hui, on appelle ces anciens dialectes la langue dans sa variété, en variation. D'ailleurs, il y a une discipline au XIXe siècle, on appelait la dialectologie, qui s'était donné pour tâche d'aller quadriller tout un territoire pour établir des atlas linguistiques, pouvant dire, on parle le français, oui, il y a un moment donné où le français dont on parle possède des spécificités X, et une autre région Y, et puis on présentait ce type d'atlas. On l'a fait pour Rodrigue, Robert Chenonceau, il l'a fait pour La Réunion, il voulait le faire pour Maurice, mais pour des raisons particulières, ça n'a pas pu se faire, mais ça c'est de la dialectologie, dont l'un des objectifs, c'est de construire des atlas. D'ailleurs, le synonyme de dialectologie, c'est la géographie linguistique. Plus d'un siècle après, la sociolinguistique va prendre le relais, parce qu'au-delà de simplement cartographier les langues, on se rend compte, dans les années 1960, au moment même où il y a une vague de décolonisation un peu partout dans le monde,
qu'une fois le colonisateur parti, il y a quand même des choses qui restent, dont la relation particulière des langues. Les langues des colonisateurs versus les langues des colonisés. Si c'est en Afrique, la langue colonisée existait déjà dans cette région avant que la langue du colonisateur est arrivée. Et pendant la colonisation, la langue du colonisé est évidemment minorée par rapport à la langue du colonisateur. Dans d'autres espaces, de nouvelles langues vont émerger comme les langues créoles, mais au départ des colonisateurs, il y a une réalité linguistique dont il faut s'intéresser et dont il faut essayer de décrire et savoir quel statut donner à cela, en sachant que derrière toute langue, il y a des locuteurs, et un locuteur a une identité et une histoire. Continuer à maintenir la hiérarchisation des langues, indirectement, c'est continuer à hiérarchiser les groupes sociaux qui nous parlent. Donc la sociolinguistique prend naissance dans les années 1960 pour s'occuper précisément des langues dans une société plurilingue, langue dominante, langue dominée, et établir des relations, essayer de voir comment créer un équilibre, une espèce d'écologie de toutes ces langues. Et c'est dans cette logique qu'on va commencer à avoir toute une tradition par rapport à la langue française, de français régionaux, français de Madagascar, publié par Claudine Bavou, par exemple, français de la Réunion, Michel Benhamino, français d'Afrique, français de plusieurs pays, de Martinique, de Guadeloupe. Et au niveau de Maurice, on aura deux traditions séparées par l'indépendance. Il y a la tradition normativiste, où il s'agit de dire il y a une bonne façon de parler le français, et puis il y a les autres façons qui nécessairement ne sont pas bonnes. Il y a Camille de Roville, qui est connu pour sa publication en 1967, qui s'appelait « L'exil du mauricianisme à éviter », de point des barbarismes et des solécismes les plus fréquents à l'île Maurice. Ensuite, il y a Nadia Desmarais, qui publie son ouvrage en 1969, dont le titre est « Le français à l'île Maurice, dictionnaire des termes mauriciens ». Ça, c'est la partie précédant l'indépendance, ou coïncidant plus ou moins. Ensuite, on entre dans cette logique descriptiviste, avec une réflexion sociolinguistique, où on accepte qu'il n'existe pas d'un modèle unique pour parler une langue, dépendant des régions, dépendant des classes sociales, dépendant de plein d'autres choses. Les gens peuvent varier la même, utiliser des variantes, des variétés régionales, sociétales, technolectales, etc. Et donc on commence à donner de la valeur à la variation dans les études de langue. Et l'Agence universitaire de la francophonie, l'OIF, vont contribuer énormément financièrement dans cette aventure. Et c'est comme ça qu'on commencera à avoir des thèses de doctorat. Pour Maurice Radaté-Vassen, en 1986, les particularités lexicales du français mauricien. Il y a aussi Didier Robillard, contribution à un inventaire des particularités lexicales du français de l'île Maurice. Mémoire de maîtrise de Pravina Namatambi, Niveau du français mauricien. Et d'autres ouvrages de ce type, mais tous ces ouvrages sont descriptivistes. Il n'y a pas de jugement de valeur, ça c'est un mauvais français parce qu'il est mauricien, parce qu'il est parlé en tel ou tel groupe. C'est simplement un constat objectif de ce qui se passe réellement au terrain. Il y a même une idée qui a été concrétisée du dictionnaire de la francophonie, qui essayait de regrouper toutes les variétés qui existaient dans les espaces francophones. Il y a un projet appelé BDLP, Base de données lexicographiques en francophone, qui prend naissance dans les années 1980 et qui invite, c'est une base de données sur Internet, qui invite les Mauriciens, les Réunionnais, les Malgaches, bref, tous les locuteurs qui sont peu ou trop francophones dans les différents pays qui composent la francophonie. Et c'est dans la logique, c'est d'enrichir la langue française de toutes ces variétés à l'échelle planétaire. Il y a en 2018 une idée, le président actuel, dictionnaire des francophones, qui a été lancé en 2021, qui fait la même chose, qui invite les gens à aller sur le site et à insérer les particularités lexicales de leur pays.
C'est dire qu'on est sorti d'une logique normativiste où il y a un français et tout français qui se démarquerait légèrement pas de ce français sera considéré comme nécessairement fictif. Et donc, le type d'ouvrage dans lequel s'inscrit, comme on dit, entre dans cette logique sociolinguistique, descriptiviste, une sociolinguistique variationniste, qui correspond aussi, parce que ça prend la forme d'un dictionnaire, de ce qu'on appelle la lexicographie différentielle, par opposition à la lexicographie référentielle, qui contient les mots que tout le monde parle, et ensuite différentielle, spécifique à tel ou tel mot. Donc, la science s'est donnée des assises pour capter tout ce qui est variété dans le parler des humains. Et donc, ça donne une valeur, donc, spécifique à ce texte. Ce n'est pas un ouvrage de quelqu'un qui s'est contenté d'écouter et de noter. Ça rentre dans une catégorie. Alors, le texte lui-même, il contient des mots en ordre alphabétique, de A à Z, et son originalité vient du fait que tous les auteurs mauriciens, tous les auteurs récités parlant du créole, du français mauricien, sont des Mauriciens. Et quand on est Mauricien et qu'on parle français, on ne sait pas toujours que ça, c'est pas du français standard. En faisant le dictionnaire mauricien, la première lettre de l'alphabet, je l'ai fait à l'Université de La Réunion, il fallait que je présente ma première lettre devant, comme si c'était une soutenance de thèse. J'avais une dizaine de linguistes, créolistes, et puis une cinquantaine d'étudiants mauriciens qui devaient valider mot par mot tout ce qu'on avait mis dans la lettre A pour le dictionnaire mauricien. Et il y a une Française qui me pose la question, affidavit, ça veut dire quoi? Je suis extrêmement étonné. Elle me dit affidavit, ben ça veut dire affidavit. Oui, elle regarde ses collègues français. Non. Ensuite, ils vont finir par me dire déclaration sur l'honneur. Donc là, j'apprends que affidavit, que j'avais considéré comme un mot parfaitement français, puisque c'est dans la presse tous les jours, mais ça ne l'est pas. Il y a également un autre auteur, Malherbe, qui, lors d'une visite à Maurice, il collectionne tous les journaux dans une même journée et il commence à les lire. Et puis il tombe sur le cas d'une fille qui a été kidnappée et puis qu'on a mis la presse collante. C'est quoi cette histoire de presse collante? Là, il se rend compte qu'il y a un truc qui se passe à Maurice et c'est extrêmement intéressant. L'ouvrage de Odipa vient du fait que lui, c'est un francophone natif, le français, qui est sa langue progéniture. Donc, c'est pas un français qu'il a appris à l'école, pour ensuite comparer, pour dire, on ne dit pas fitoire en français. Lui, c'est entendre fitoire la première fois, qui l'oblige à se poser des questions. Donc, on a là affaire à un observateur qui est à la fois extérieur à la communauté linguistique qui utilise ce vocabulaire, mais qui a passé suffisamment de temps sur le territoire pour avoir capté un maximum de choses qui lui ont posé des questions, posé des soucis. C'est de cela qu'on hérite aujourd'hui, parce que c'est un témoin compétent, au sens qu'on dit locuteur compétent, ça signifie que c'est sa langue première. Et donc, par rapport aux autres travaux qui ont été écrits par des Mauriciens, qui n'ont pas toujours la distance qu'il faut pour savoir que ça, c'est pas du français. Je pensais que... Donc là, j'ai classifié par intérêt, parce que je dis ça m'avait intéressé. Et il y a tout, en ordre alphabétique, toutes les spécificités lexicales. J'ai relevé, j'ai mis dans les colonnes des anglicismes, le français dialectal ou survivant de l'époque, où les premiers colons français sont venus du nord-ouest de la France, les origines indo-portugaises de certains mots, évidemment les créolismes, et puis autres. Donc, allégation, donc là on apprend le mot, allégation n'est pas du français standard, c'est accusation, et allégation c'est un anglicisme. Allégation. À monter à application évidemment, et je suis étonné de découvrir que robot, traffic lights, est une mode d'origine anglaise, utilisée comme telle, dans ce sens-là, en Afrique du Sud.
j'ai vérifié aujourd'hui, en Namibie et en Zambie. Et que dans un journal en 1923, le mot est apparu cocktail au sud, en Afrique du Sud. Now we have our robots. C'était robot policemen dans un premier temps, puisque les robots venaient remplacer les policiers, robots. J'avais toujours pensé que c'était d'origine française, jusqu'à ce qu'un collègue martiniquais vient à Maurice et va rendre visite à un collègue mauricien. Et le collègue lui dit, après Plaza, en allant en télévision pour lui, troisième robot, lui, voulant se débrouiller, il a attendu de voir un robot pour lui. À ce moment-là, il s'est dit, ça ne peut pas être ça. Il demande au chauffeur, producteur, dites-moi, est-ce qu'il y a des robots, pour les applications plus longtemps, il est moins d'usage. Donc ils m'ont fait une machine arrière, et le collègue martiniquais me demande, toi le grand linguiste, le grand alors, dis-moi ce que c'est qu'un robot. Je lui explique, oui mais d'où ça vient? J'en sais rien, j'imagine que c'était la forme, etc. Donc là j'apprends d'origine anglaise. Le mot laboureur, qui sera dans l'anglicisme, dans le sens qu'on utilise à Maurice. Beaufort pour un choc, ok, anglais, brave, etc. Pour des trucs que l'on connaît un peu, mais couchés scientifiquement comme ça, c'est peut-être la première fois que beaucoup d'entre vous pourront le voir. Français dialectal, on vient de parler d'un français régional. À l'époque où les colons français sont arrivés, il y a pas mal de mots amarrés au sens d'attaché, et évidemment, il y a du vocabulaire marin, les amarrés. Le mot coster, qu'on utilise en créole mauricien, quand il y a accoster, ne s'est pas entré. Je ne crois pas que coster a paru dans le français mauricien, mais c'est entré en créole. Cabri, français, mais français normand, dans la région d'où ils sont venus. Canette, c'est le pays, tient ce canette dans le etc. Dalleux, gouttière, cocasse, chaque Mauricien qui va rendre visite à Vérilin, il cocasse, et là c'est péjoratif, parce que ça veut dire gauche, comique, et donc la véritable cocasse, c'est mignon. Et donc on pourrait en pensant faire un compliment à une mère, si la mère est francophone native, et pourquoi me dit que mon enfant était gobé, attrapé au vol. Maspin, j'ai appris que notre maspin, en vérité, c'est le gâteau de Savoie. Mais il faut savoir qu'à Rodrigue, ils disent gâteau Savoie. Donc, ça, c'est intéressant à noter aussi. Moque, la moque en créole, moque est un mot français qui a été utilisé, qui signifie petit pot de terre servant à boîte, gobé en fer blanc, etc. Indo-portugais, bringel, aubergine. Mais j'ai l'impression qu'on va aller marcher aujourd'hui, on fait la différence entre aubergine et j'ai l'impression, parce que je fais marcher le samedi avec ma femme, je me dis bringel, non, aubergine. Caraï, d'origine indienne. Caria, d'origine indienne, tamoul. Katora, évidemment. Qatar, cancre, lambin en français, d'origine indienne le mot. Créolisme, blaguer, ils sont en train de blaguer, donc en français ça veut dire qu'ils font des blagues. À Maurice, blaguer ça signifie pas bavarder, etc. Découillonner, évidemment, ça ne peut être que du créolisme entré en français. Koupa, c'est un mot d'origine makwa, donc mot d'origine africaine, et Nénène, Monuno, Gadja, Camusgal, etc. Je pense que ce serait intéressant pour beaucoup de Mauriciens d'apprendre à faire connaissance aux mots qu'ils entendent tous les jours et de découvrir d'où ces mots viennent et si jamais bon, ils sont en train d'avoir une conversation, ils sont en train de blaguer avec la Français de France, quel mot ne pas utiliser. Mon troisième point, c'était la finalité du projet. Qui est le destinataire idéal de ce guide? Qui ne l'est pas, enfin qui ne l'est pas, tout le monde le serait. L'auteur précise de manière explicite que l'ouvrage est destiné à des élèves du secondaire, à des étudiants de l'université. Je pense que les enseignants de français devraient, eux, se faire un devoir de l'avoir, parce qu'on peut ne pas savoir si les élèves apprennent à corriger le français, mais pas le prof. Mauricien de la diaspora, deuxième groupe explicitement nommé, oui,
Oui, c'est en nostalgie, recollecté. Mauricien en contact avec des locuteurs francophones, ne serait-ce que pour éviter des quiproquos ou d'offenser quelqu'un en pensant lui faire un compliment, etc. Moi, je pense que les enseignants, les journalistes devraient considérer que c'est un must d'avoir ce type de texte. Mais je pense qu'au-delà de simplement prendre connaissance de ces mots, il y a des questions plus fondamentales que cet ouvrage soulève. Que fait l'enseignant quand son élève a écrit « Je suis allé à la tabagie hier pour acheter une mine Apollo ». Déjà, il faudrait savoir si mine ce serait un mine ou une. Et ensuite, est-ce que l'enseignant corrige? On lui dit « Raconte-moi ce que tu as fait ce week-end ». Il est vraiment allé dans une tabagie. Et à Maurice, dans une tabagie, on vend des braies de cressot, on vend c'est pas la même chose, c'est une petite épicerie en réalité. Est-ce que le système éducatif mauricien tient en compte des éléments du français mauricien? Est-ce que, moi, quelqu'un qui a travaillé à Maï pendant longtemps, j'ai déjà soulevé la question avec l'ambassadeur de France, il y a 3 ans de cela, quand on célébrait la journée du prof de français, et à la ministre. Et c'est là où j'avais posé la question, une bizarreté à Maurice, on a tous les speaking unions possibles, sanskrit, arabique, créole, mais pas de French speaking union. Et là, il y a eu, l'année dernière, je crois, en première lecture et en deuxième, mais je ne sais pas où ça en est pour l'instant. Faudrait-il qu'il y ait une institution à Maurice, comme il y a l'Académie créole république mauricienne, qui prend des décisions pour valider tel ou tel emploi? Comme en France, si on se fiche sur le français standard, c'est la France, c'est l'Académie, mais pour le français mauricien, quelle serait l'instance qui validerait si on dit un mine ou une mine? Ne serait-ce que ça, tabagie, etc. Et donc la French Speaking Union serait bienvenue, ne serait-ce que pour prendre en charge ces questions. À l'Université de Maurice, on a toujours de gros problèmes. Notre registrar, qui est en vérité la secrétaire administrative, mais elle a elle-même des secrétaires administratives. Donc on ne sait pas comment dire registrar en français. Le vice-chancelier, mais il y a le chancelier déjà, le pro-chancelier, le vice-chancelier, le pro-vice-chancelier académien, le pro-vice-chancelier académien. Pour faire comprendre ça à un francophone, quand on fait des échanges, c'est compliqué, c'est très compliqué, parce qu'il y a des sens. Donc moi je pense que cet ouvrage est extrêmement utile, parce qu'il nous invite à entrer dans une réflexion qu'on n'a peut-être pas. Ce n'est pas uniquement par pure envie folklorique, de curiosité. Je crois que pour notre... Est-ce que si le Réunionnais a son français réunionnais, le malgache là, etc., le mauricien devrait-il apprendre? Évidemment, il y a le français fautif, évidemment. Il y a un français qui syntaxiquement ne correspond. Mais il y a des termes qu'on ne peut pas éviter à Maurice, parce qu'il n'y a pas de synonyme. Et je pense que ce texte ouvre la voie à une réflexion qui permet d'aller dans le sens de quel statut donner au français mauricien. Je conclurai avec une expression. J'ai été invité dans une conférence il y a quelques années, parler précisément du français de Maurice. On m'avait demandé quelle serait pour vous la phrase la plus mauricienne, la phrase française la plus mauricienne. En ce sens, j'avais dit c'est Mariton. C'est tu vas dans l'emploi de Mariton. Et dans le colloque a duré 5 jours, j'ai pris la parole le jour des jours, tout le monde avait c'est Mariton. Donc je dis cet ouvrage et Mariton. Ça nous fait regretter qu'il ait terminé si vite. C'est vrai, il a tellement d'anecdotes à nous raconter. Mais chasser le naturel, ça revient certainement au trip d'Alou. Quand il a dit tu es un fanor. Je l'ai vérifié tout de suite si c'est français. Donc, fanor n'est pas français, hein. C'est mauricien. Mais tu l'as utilisé volontairement. Non, tu ne vas pas utiliser, tu l'as utilisé instinctivement. Oui, alors,
C'est-à-dire que autant de mots qui enrichissent, par exemple, le petit Robert régulièrement, tous ces mots-là vont se retrouver de manière légale, tôt ou tard, dans le... Ça va être codifié par l'usage, en fin de compte. Il appartiendra, si la création de French Speaking Union, pour codifier un peu, pour réglementer un peu tout ça. Si Marie-Top, je sais pas, est entrée dans le vocabulaire mauricien, et d'autres, bien évidemment, avec la jeune génération qui est sur Facebook, qui est sur ChatGPT à longueur de journée, il y a des mots qui vont entrer pour venir enrichir notre langue. Sans plus tarder, Jean-Claude de Lestac, qui a connu Claude depuis les années 70. C'est une longue amitié. Merci, Philé. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers amis, je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi. Après avoir écouté le professeur, je suis arrivé ici en croyant que je comprenais le français. C'est compliqué, hein? Et j'étais en train de me demander si Claude n'a pas nous faire un nouveau livre et décrypter tout ce que nous avons entendu ce soir à partir peut-être du mot du jour qui pourrait être érudition. C'est de cela que nous avons été servis pour cette soirée. Merci et félicitations à la fois à Claude qui nous donne cette possibilité-là. Je n'avais jamais eu l'occasion, moi, d'écouter le professeur. Je vais revenir la fois prochaine avec un dictionnaire, peut-être, pour mieux appréhender ce qui se dit. Donc, je ne vous parlerai pas, moi, de sociolinguistique. Je vous parlerai plutôt de l'auteur que je connais, comme Philé vient de le rappeler, depuis une cinquantaine d'années, franchement arrivé à Maurice. Je crois, un très bel article a été consacré dans l'Express. C'est plutôt rare de lire un bel article. Mais qui lui rend justice. Et en parlant de lui comme un homme discret. Effectivement, j'étais en train de me dire que si jamais moi j'avais besoin de faire un dictionnaire illustré un jour, à côté du mot discrétion, j'aurais mis la photo de Claude. C'est ce qu'il est. Il est discret et il est aussi, et c'est la raison pour laquelle je suis particulièrement heureux de ce lancement ce soir, c'est un homme de peu de mots. Vous allez me dire, ça c'est pourquoi Cyril parle pour deux. Elle est là, elle est là. Ma bonne amie, elle est toujours là et elle sait ce que je pense. Alors, Claude, c'est sa qualité première, la discrétion, mais à la fois une discrétion qui est aussi une force, comme une force tranquille. Il ne dit pas mot toujours, mais il n'en pense pas moins. Et ceux qui ont l'habitude de l'écouter savent qu'il a une réflexion profonde sur toutes les choses de la vie. Et la preuve a été faite là sur la question de langue. Et il a participé beaucoup, comme l'a rappelé tout à l'heure Philé, en quelque sorte à l'éducation des Mauriciens, à la fois, en commençant par les journalistes de l'Express, qu'il a corrigé, souvent,
la journaliste de l'Express, je pense qu'elle a été victime aussi de ça elle-même, reconnaît que, bon, il corrige, mais il reste pédagogue. Il instruit. Et il ne punit pas. Il explique. C'est une de ses grandes qualités. Il comprend, il sent les choses mieux que beaucoup de personnes. Il ne dit pas mot toujours, mais quand il parle, c'est pour dire ce qu'il sait. Il ne parle jamais pour ne rien dire. Il parle peu. Mais quand il parle, quand il dit, ça vient d'une vraie connaissance. Et ce livre en est la preuve, parce que il faut une somme totale de connaissances, de travail, de labeur. J'ai peur de dire, est-ce que labeur est français? De réflexion aussi. C'est un travail extrêmement utile. Alors, tout à l'heure, le professeur était en train de se poser la question de savoir qui est la cible, qui peut être la cible. Il a raison de dire nous tous, mais peut-être plus particulièrement ceux dont le métier est supposément d'écrire, notamment les journalistes. Parce que beaucoup de ces exemples cités dans ce livre, on les trouve surtout dans la presse. Ces anglicismes, c'est essentiellement dans la presse, même si c'est aussi beaucoup dans le langage courant, mais c'est dans le langage courant parce que les gens lisent ces mots-là dans la presse et s'imaginent que c'est comme ça qu'il faut parler. Et donc ce livre nous a été extrêmement utile. Pendant des années, et là, il y a encore eu parfaitement raison de rappeler que fut un temps, les Mauriciens s'instruisaient par la radio. C'était la radio qui était le canal privilégié de l'accès à la connaissance. Je connais, il y avait même des émissions, alors, on a parlé tout à l'heure des émissions de musique classique. Je ne suis pas sûr que c'était Claude qui animait cette émission. Ce n'est pas Claude. Je n'ai pas son nom, c'est un Français au fait. Oui, c'est un Français qui avait une très belle voix, une voix chaude, qui animait des émissions. Et un Mauricien me racontait que ces émissions passaient, je crois, surtout les samedis soirs. Et avant ça, il y avait une émission sur la NBC aussi, à l'Opéra ce soir. Et il me racontait que ce qu'il faisait, avant que l'émission ne commence, il s'habillait, il se mettait en costume, il demandait à son épouse de s'habiller, il s'installait dans 2 fauteuils, comme à l'opéra, pour écouter l'émission de radio. C'était ça la radio. J'allais dire, de notre temps, ce n'est plus tout à fait le cas, et même pas du tout le cas aujourd'hui. Et Claude a été une grande voix de la radio de cette période-là. Toutes ces émissions étaient écoutées et il fallait quand même tendre l'oreille. Parce que Claude parle doucement et lentement, et il fallait donc se mettre sur la pointe des pieds pour ne rien perdre de ses propos. Mais il était extrêmement apprécié par tous les auditeurs. Et quand il parle, quand il animait ses émissions, au fait, c'est toute sa personnalité qui se reflétait dans ses émissions. C'est cet homme qui sait, cet homme qui parle peu, mais cet homme qui parle juste. Cet homme qui instruit. Dans l'âme, il est resté un pédagogue, et c'est la raison pour laquelle il nous a fait ce livre. Donc, ok, je vais terminer là-dessus. Le mot du jour, pour nous, ça a été érudition. Merci. Il est évident, je crois que Jean-Claude a souligné une évidence, que le livre s'adresse surtout à ceux qui écrivent. Alors, quand j'en ai parlé, par exemple, vous savez qu'il y a une armée de journalistes radio depuis 2002. Il y a une nouvelle génération qui est entrée dans la radio. Et c'est un peu la bagarre qu'on a, les conflits qu'on a. Quand on leur dit qu'il faut écrire bien, ils répondent bah, pourquoi? Elle peut écrire phonétiquement, parce que la radio, on cause, c'est pas la peine de venir nous emmerder avec un participe passé en 2 si c'est variable ou invariable.
On a tous ce problème-là. Et il est évident que les règles se perdent, le bon usage de M. Grévis remis quelque part, on n'en utilise plus. Maintenant, les jeunes journalistes de la radio utilisent la phonétique. Ils vous disent que c'est aussi bien. À ce rythme, nous allons disparaître très bientôt. Mais ce n'est pas le propos de faire de la nostalgie, ça va être comme ça. Et j'invite l'auteur maintenant. De peu de mots, il m'a précisé, j'ai fait 900 mots. Alors 900 mots pour la radio, pour un éditorial de 310 mots, c'est 2 minutes 35. Donc 900 mots, je ne connais rien en chiffres, faites le calcul. Applaudissez pour eux. Quand j'étais journaliste, je faisais très attention à la qualité du système de sonorisation. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Parfait. Et, bon, évidemment, je ne vais pas vous lire exactement ce que j'ai écrit. Je vais commencer par remercier 1, 2, 3, 4 personnes qui n'ont pas tari d'éloges à mon sujet. J'ai mon quart d'heure de célébrité. Avec une petite remarque sociolinguistique. Bon, on va commencer par quelque chose de général. Dans ma deuxième jeunesse, j'ai connu des gens qu'Arnaud Carpourant connaît bien mieux que moi, et j'ai retenu de leur cours 2 ou 3 idées. La première, c'est que c'est toujours les autres qui ont un drôle d'accent, c'est toujours les autres qui parlent bizarrement. Nous, on parle bien. Et puis, quelque part, malgré tout, la langue est la chose la plus démocratique du monde, parce que si suffisamment de gens font la même faute, c'est-à-dire ce qu'on considère comme une faute, pendant suffisamment longtemps, ça n'est plus une faute. Alors, troisième remarque, cette fois-ci c'est vraiment social. Ce Marie-Top décrit bien la société mauricienne. Marie vient du français mari, hein, le mari à femme, dans l'idée que du côté du mari, tout est merveilleux, tout est formidable. Donc quand c'est Marie, il n'y a pas mieux. Il arrivera peut-être un moment, les sociétés évoluent lentement, il faut compter en générations, hein, pour voir un progrès, surtout dans les choses sensibles comme ça. On arrivera peut-être à un moment où mari et femme auront, comment dirais-je, le même prestige. Sur ce, est-ce que je vous ai dit bonsoir à toutes et à tous? Je vous remercie d'être là et de montrer ainsi un intérêt pour mon livre. Si je suis devant vous au NC Park Hotel qui nous accueille ce soir pour en parler, c'est grâce à M. Yashvi Nassamal, le patron des éditions L'Océan Indien. Il a pris le risque de publier ma prose et je lui en suis vraiment reconnaissant. Mes remerciements vont également à M. Arnaud Carpourant qui a bien voulu être des nôtres. En tant que professeur responsable des études françaises et créoles à l'Université de Maurice et président de la Creole Speaking Union, il est vraiment l'expert,
le mieux à même d'évaluer mon travail d'un point de vue théorique. C'est ce qu'il a fait devant vous. J'ai donc appris avec fierté que ce petit livre s'inscrit dans une tradition bien ancrée. Merci aussi à Phil Lessales qui nous guide pas à pas ce soir, qui vous a résumé mon parcours d'une manière là aussi très élogieuse. J'en profite pour saluer les journalistes dont je suis l'ancien confrère et qui m'ont fait l'honneur de se déplacer. Et puis, merci à l'ami de 50 ans, Jean-Claude Delestrac. Je vais vous expliquer tout ce que je lui dois. À un moment où j'avais envie de changer de métier, c'est lui qui m'a ouvert la porte des médias qu'il dirigeait. D'abord Express. Pour ce quotidien, j'ai un jour interviewé un universitaire français, Louis-Jean Calvet, et l'interview avait ce titre inattendu, mais c'est lui qui l'a dit, « Les langues n'existent pas ». Pour les gens que ça intéresse, on pourra tout à l'heure reparler de ça et voir ce qu'il entendait par cette phrase provocatrice. Par la suite, autre souvenir marquant, j'ai rencontré pour le supplément magazine Expresso l'écrivain indien Vikram Seth, dont le roman fleuve intitulé A Suitable Boy venait de sortir. Enfin, à Radio One, j'ai recueilli dans mon magazine culturel Sous la Varande, vous venez d'en entendre parler, les propos de nombreux artistes, ainsi que d'écrivains et d'écrivaines de Maurice et d'ailleurs. Toujours à la radio, j'ai d'abord présenté en 2003 le mot de la semaine. Alors là, je reviens plus en détail sur ce que vous savez déjà, que vous venez d'apprendre. En 2003, donc, il s'agissait d'une brève chronique langagière consacrée à un terme, alors là, c'était la règle du jeu, on est journaliste ou on ne l'est pas, dans l'actualité immédiate. Au départ, j'ai été inspiré par une information concernant l'impression de nouveaux billets de Banque Mauricia. J'ai montré mon papier au professionnel chevronné qui est Abdullah Erali. Aussitôt après l'avoir lu, Abdullah a à son tour montré à Jean-Luc Moutoussamy, qui a immédiatement décidé de l'ajouter à son nouveau magazine du samedi, le 12-13. Me voilà donc chroniqueur régulier. Tout fier de ce premier succès, j'envoie mon texte à l'un de nos formateurs, le réunionnais d'origine mauricienne Stéphane Bijou, qui me répond que ça mérite de devenir le mot du jour. Et c'est bien ce qui est arrivé, parce qu'à la demande de Jean-Claude Delestrac, alors président du conseil d'administration de la radio, ma chronique est passée à une grande écoute et 5 jours sur 7. Et ça a continué jusqu'en 2013. Alors, j'estime, j'ai la faiblesse de croire que je suis spécialement bien placé pour traiter ce sujet. Et pour 3 raisons. Là aussi, je vais un peu répéter ce que vous avez entendu. Étant né à Paris, j'ai pour langue maternelle le français considéré comme standard. Ensuite, mes premières études supérieures à la Sorbonne ont porté sur l'anglais. Enfin, dès que je suis arrivé à Maurice, en 1974, j'ai tenu à apprendre le créole mauricien. C'est pourquoi je peux détecter spontanément les gallicismes, les anglicismes et les créolismes. Et maintenant, vous allez voir où je voulais en venir. Une fois à la retraite, j'ai été fortement incité à écrire par mon entourage au grand complet, et en particulier par ma fille Ariana. Après avoir pris tout mon temps pour réfléchir, j'ai passé en revue plusieurs centaines de mes chroniques. L'idée m'est alors venue d'en faire la matière première d'un petit ouvrage. J'ai bien sûr écarté toutes celles qui avaient perdu leur intérêt avec le temps. Vous ne trouverez pas non plus dans « Comment dire » les termes qu'on interdit aux enfants de répéter. En fait, personne n'a besoin de moi pour les connaître. J'ai aussi laissé de côté les mots et les expressions typiques de Maurice, dont les francophones d'autres pays
peuvent facilement deviner le sens. Globalement, les critères de ma sélection correspondent aux besoins de la vie quotidienne. C'est ainsi qu'a pris forme ce petit guide du vocabulaire français de l'île Maurice. Il s'agit donc d'une liste de mots qui existent ou qui ont existé en français de France et dont la signification est différente dans l'usage mauricien. Quand on a affaire à des personnes venues d'autres pays, ces changements de sens peuvent donner lieu à des malentendus, des situations embarrassantes ou parfois même une incompréhension totale. Rappelez-vous l'histoire du robot. En voici un autre exemple que j'ai remarqué il y a de nombreuses années et qui a fort heureusement fait par la suite l'objet d'une rectification. Sur les chopines, voir ce mot dans le guide, je disais donc, sur les chopines d'une boisson gazeuse, on pouvait lire en anglais que ce produit ne contenait pas de preservatives. Ce qui donnait juste en dessous, dans la traduction française, sans préservatif. Quelqu'un a fini par se rendre compte qu'il y avait là une malencontreuse erreur de traduction, due à l'éternelle tentation de ce que les enseignants de langues étrangères appellent les faux amis. En effet, un préservatif n'a rien à voir avec un agent conservateur. Pour une explication plus détaillée, vous êtes prié d'attendre la fin du lancement. Mais je m'aperçois que mon format fétiche d'1 minute chrono est largement dépassé et je m'en voudrais d'abuser de votre patience. En revanche, si vous avez des questions à me poser, je ferai de mon mieux pour y répondre. Je vous remercie de votre attention. Comme il est 8h40, c'est lui qui a appelé les questions. Ce n'est pas le format de la maison. Après, si Madame le speaker décide, je ne vois pas d'inconvénient. De toute manière, il n'y a pas de questions-réponses à ce niveau de présentation de livres. J'allais dire, nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale où les questions sont reçues 3 ou 4 jours avant. Hein, et donc nous sommes arrivés presque à la fin de cette cérémonie de lancement. Alors ça, je ne sais pas si on le dit d'une certaine manière, l'auteur se fera un plaisir de vous dédicacer son livre, sauf qu'il va prendre toute la soirée, bien évidemment, à dédicacer le livre, pendant que vous allez apprécier les samoussas chauds et autres gadgets que le NSI va nous servir tout de suite après. Donc, passez une excellente fin de soirée à Radio.